Vous êtes dans un gouffre noir. Alors, je voudrais intervenir aujourd'hui sur les leçons générales qu'on peut tirer de la conjoncture imposée par la guerre en Ukraine. Je voudrais donc m'associer au fait que tout le monde ne parle que de ça. Et donc je voudrais en parler aussi. Alors, plus précisément, je voudrais parler des opérateurs intellectuels, des opérateurs de pensée, de construction du jugement, dont on a besoin simplement pour ne pas être une victime consentante de la propagande acharnée des deux camps, étant donné qu'une première observation qu'on peut faire, mais qui est tout à fait banale, c'est que les situations de guerre sont toujours aussi des situations de guerre des propagandes. Et ce sont aussi des situations où connaître la vérité devient difficile. Connaître le réel devient difficile parce qu'il est réfracté des deux côtés par une défensive de son point de vue, et que le groupe de ceux qui se sont assurés un certain pouvoir d'opinion fait que très souvent on a petit à petit le sentiment, pas exact, mais tout de même très, très flottant, d'une sorte de nuage de consentement à une des thèses ou de soutien à un des camps, sans que le travail mental et le travail d'information sur la question suffisent à le justifier. Alors au fond, je voudrais faire un travail de philosophe, je voudrais dégager les instruments nécessaires pour, au fond, simplement garder son sang-froid dans ce type de conjoncture. C'est-à-dire ne pas être contraint, au fond, par l'étendue et la variété des arguments des uns et des autres. Lors du dernier séminaire, j'ai soutenu que la vraie pensée dialectique, donc la compréhension des mouvements du réel, s'établit toujours à partir de 3 termes, et non pas seulement de 2 termes. Alors, évidemment, vous voyez déjà comment cela va m'infiltrer dans la situation présente, dans le personnage du troisième. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ces 3 termes? Bien, évidemment, c'est d'abord les 2 termes particuliers qui définissent une situation politique quelconque d'affrontement, de division, de rivalité, et cela dans l'existence empirique des situations politiques quelconques. Il y a toute une histoire de ces couples verbaux. Ça peut être la droite et la gauche. Ça peut être les nécessités objectives du capitalisme et l'idéal socialiste. Ça peut être le national et l'étranger. Ça peut être la guerre et la paix. Ça peut être aussi, bien sûr, le prolétariat et la bourgeoisie, et ainsi de suite. Vous avez ainsi, dans la compréhension des situations politiques, tout un dictionnaire de couples, tout un dictionnaire qui vise à décrire le fait que la politique demeure une lutte pour le pouvoir qui finit toujours par se cristalliser sur 2 camps. Ça, c'est une chose.
Mais je pense que, ensuite, si l'on veut réellement pénétrer la situation en profondeur, il faut disposer d'un troisième terme. Il faut disposer d'un troisième terme qui a valeur universelle au point de pouvoir réellement éclairer la différence. C'est-à-dire de vous éviter d'être sommé par une information qui, au fond, vous accule au mur d'un choix, mais d'être, via ce troisième terme, capable, d'une certaine façon, de rendre lisible, pour de bon, le rapport conflictuel des deux termes engagés, ou de rendre également éventuellement intelligible leur alliance provisoire, ou encore la stérilité, l'absence d'intérêt universel de leur relation, qu'elle soit pacifique ou irrécive, puisqu'il arrive très souvent dans la vie politique que la sévère lutte de deux candidats recouvre une très faible différence de leur vision des choses. Et ça, vous ne le savez pas lorsque vous êtes acculé à choisir entre l'un et l'autre. Vous le savez s'il existe un troisième terme, une scène intérieure dans laquelle vous pouvez les faire comparaître et mesurer de façon précise les différences, les antagonismes éventuels ou les complicités réelles. Alors, cette méthode, vous voyez, elle s'oppose à celle qui s'en tient toujours au nombre 2, à la logique des deux termes, et qui pose qu'on doit toujours, au regard d'une contradiction ou d'une alliance ou d'un autre avatar de ce type, on doit pouvoir justifier cette forme du 2, toujours finalement à partir du choix qu'on fait de l'un des deux termes, en fin de compte de la préférence pour un des deux termes, quel que soit le chemin de cette préférence. Ce qui suppose, si l'on réfléchit bien, que justifier un des deux termes suppose que c'est lui qui a une valeur universelle. Au fond, cela suppose que, puisqu'on est enfermé dans les deux termes, le choix de ce qui a valeur universelle va être une attribution à l'un des deux termes, un choix de l'un des deux termes, puisque, de toute façon, n'est pas convoqué le troisième terme qui, d'une certaine façon, échappe inauguralement au conflit. Donc, dans ce cas, au fond, la pensée procède comme acculée à l'opposition des deux termes, à la différence des deux termes ou à la complicité des deux termes, et elle se repose sur des évidences empiriques de supériorité, d'infériorité ou de mal et de bien qui sont l'expression immédiate de l'affrontement lui-même, sans être le transport de l'affrontement à une véritable intelligibilité de son sens, de son avenir et de sa portée. Par exemple, aujourd'hui, il y a un flot, vous le savez bien, un flot tonitruant de proclamations, articles, témoignages et enquêtes qui, finalement, attribuent ce qui pourrait relever de l'universel, c'est-à-dire le vrai, le bon et le juste, à l'Ukraine, et le mensonger, le mauvais et le criminel à la Russie, ceci sans qu'on puisse vraiment discerner à partir de quel système de valeurs
ou de quelle rationalité politique ces jugements sont prononcés. Ils sont factuels, en effet. C'est-à-dire ils relèvent directement des faits attribués à l'un ou l'autre des deux termes, sans qu'au fond la valorisation effective d'un des termes ou le choix d'un des termes relève d'une logique perceptible. Finalement, on peut remarquer aussi que les catégories même utilisées pour ce type de conclusion, c'est-à-dire quand il y a un conflit de cet ordre, je choisis ce terme-là pour telle ou telle raison factuelle, oui, les catégories utilisées ne portent finalement aucun jugement politique de valeur universelle sur la situation, son développement, ses acteurs réels, ses racines historiques ou ses intentions cachées. Il s'agit, à mon avis, que de faire tourner la machine la plus en vogue en autant de désorientation, à savoir finalement une machine qui a deux opérateurs seulement, que j'appellerais l'un, la victimisation, c'est-à-dire le domaine où on peut repérer et nommer une victime ou des victimes, d'un côté la victimisation, et de l'autre l'Occident. L'Occident au sens large, c'est-à-dire comme finalement patrie autoproclamée de la démocratie. Il suffit que l'Ukraine soit la victime d'une agression armée, ce qui est exact, et qu'elle appartienne aux yeux des juges à l'Occident, ce qui en fait déjà moins clair, mais veut probablement dire qu'on y voit, on y perçoit quelque chose comme une classe moyenne, comme chez nous, pour que finalement, au terme de tout ça, elle mérite un soutien général. Qu'on n'accorderait pas dans des situations éventuellement comparables, et il y en a eu beaucoup, mais je n'en ferai pas l'histoire, qu'on n'attribuerait pas à des gens qui, dans le lexique tout de même proche de celui de Zemmour, comme des gens qui ne sont pas de chez nous, n'est-ce pas ? Un geste fondamental de la situation, c'est d'avoir identifié l'Ukraine et les Ukrainiens comme des gens de chez nous. De là l'extrême importance de la déclaration terrifiante selon laquelle, avec cet épisode, la guerre était entrée en Europe. Énoncé assez curieux qui signifie qu'on était bien content qu'elle soit ailleurs, finalement. Mais que ce n'était que quand elle touchait l'Europe, la sainte Europe démocratique et occidentale, que cela méritait l'entrée collective dans le désarroi et la protestation. Alors, autrement dit, d'un point de vue où je retourne à la méthode, de ce point de vue, on croit pouvoir opérer un jugement décisif, finalement n'interrogeant rien d'autre que les deux termes initiaux du conflit, et on peut déclarer alors, sans faire trop de détails, qu'il y a la mauvaise Russie dictatoriale de Poutine et la légitime Ukraine, une démocratie bénéficiant du soutien prolongé des Américains et qui rêve, cette Ukraine méritant l'éloge, d'entrer dans l'instrument militaire de la domination mondiale américaine, l'instrument nommé OTAN, lequel, on le sait, veut depuis toujours camper en armes tout le long, si possible, de la frontière occidentale de la mauvaise Russie. Alors,
cette description, d'une certaine manière, a sa cohérence propre à partir du moment où on sacrifie toute référence à l'universalité des jugements. Ce qui n'est pas envisagé dans ce trajet, c'est que quelques outils de la pensée universelle, convoqués en troisième terme, établiront, à mon avis sans problème, que dans cette affaire, aucun des deux termes actifs n'ont raison, que c'est une contradiction à termes négatifs différenciés, du point de vue, évidemment, de quelque universalité que ce soit. Alors, l'agression poutinienne, telle qu'elle, n'est pas justifiable, bien entendu, et du reste, entre nous, le capitalisme russe, avec ses débris de socialisme écrasé, ne présente à la pensée aucun intérêt particulier. Mais on doit savoir, on peut le savoir, que depuis les émeutes truquées de la place Médan en 2014, le gouvernement ukrainien, ce qui tient lieu de gouvernement ukrainien, est quasiment à ciel ouvert manipulé par la diplomatie américaine et par des bandes armées nationalistes, et que donc il n'y a aucune raison qui, au niveau d'une valorisation universelle, permette de lui attribuer une valeur politique raisonnable. Alors finalement, examinée en elle-même, et de ce point de vue du repérage en troisième terme, ou du point de vue de l'universel, on doit penser premièrement de cette guerre qu'elle n'a aucune positivité, ni d'un côté ni de l'autre, du point de vue de ce qu'elle fait ou de ce contre quoi elle se défend, et que le seul mot d'ordre qui, s'il était partout fermement tenu, ramènerait la paix, devrait être ni Poutine, ses velléités de Grande Russie et ses oligarques, ni l'Occident pseudo-démocratique de Biden et consorts, avec ses milliardaires, son OTAN et ses propres guerres et interventions sanglantes infinies en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, ou là, en Europe centrale. Et ce ni, schématiquement, ni le gouvernement ukrainien désireux d'entrer dans l'OTAN, ni l'agression poutinienne, ce ni aurait pour avantage de s'opposer à la stagnation dans la dualité empirique de l'affrontement, c'est-à-dire dans la dualité empirique des nationalismes, en lutte pour leur hégémonie, et de soutenir qu'un troisième terme, effectivement pensé et pratiqué, peut seul lancer le mouvement qui conduira à la possibilité d'une paix réelle et universelle. Alors je lis, moi, le tumulte des propagandes actuelles comme la preuve en politique d'une grave crise de l'universalité des valeurs réelles aujourd'hui. Comme si la politique était venue exclusivement le lieu des manœuvres de la domination. C'est une victoire quasi posthume de la vieille notion des camps. L'océan capitaliste contre l'Est faussement communiste, il y a longtemps. Et aujourd'hui, en fait, le confort occidental contre la pauvreté planétaire. L'OTAN contre tout ce qui bouge, et n'est pas elle. Et finalement, si on descend au plus bas, Zemmour,
qui proclame, lui, ouvertement, la supériorité du français de souche sur tous les nègres, jaunes, indiens, arabes et autres pouilleux de la planète, dans une implacable logique du deux, sans le moindre terme qui justifierait universellement cette division. Et c'est une réflexion qu'on peut se faire, que Zemmour puisse être en position de candidat important de notre élection présidentielle montre à quel point s'est développé, avec précisément l'annulation du tiers terme de l'évaluation, du terme de la conviction, comment s'est développé ce que j'appellerais le cancer identitaire. Le cancer identitaire dont l'universalité des jugements est chez nous gravement atteinte. C'est pourquoi je voudrais parler aujourd'hui de ce que c'est finalement que l'universel. En tant que troisième terme, où tous les antagonismes vains peuvent enfin échouer en compagnie de toutes les identités mortifères. Et je le ferai en 6 thèses. Thèse 1, tout élément ou jugement à valeur universelle a son origine dans un événement. C'est-à-dire, le troisième terme est un terme qui est advenu. Ce n'est pas un terme qu'on peut tirer de l'analyse du conflit comme tel. Deuxième thèse, un élément ou jugement à valeur universelle se présente initialement comme une décision portant ce qui était considéré antérieurement comme indécidable. Ce qui veut dire, de façon plus simple, que l'universel n'est jamais réductible au savoir existant. Il est toujours, relativement à une situation déterminée, au-delà du savoir existant, tout en s'accrochant naturellement à ce savoir également. Troisièmement, l'universel a une structure implicative, c'est-à-dire qu'il nous dit toujours ce qui, étant donné ceci, peut engendrer cela. Et il est lui-même impliqué par le mouvement de la pensée dans les conjonctures du temps. Quatrième thèse, l'universel est univoque. Alors ça, j'y reviendrai, mais c'est important parce qu'au fond, tous les jugements qui se font à partir du seul antagonisme primitif, Ukraine, Russie ou tout autre, sont en réalité des jugements équivoques. C'est-à-dire, on ne peut pas savoir quelle est leur pertinence, leurs limites, leur dessein. L'universel se signale aussi par son univocité. Cinquièmement, toute singularité universelle est une proposition ouverte, une proposition qui engage à en tirer les conséquences. On peut dire aussi que toute singularité universelle est inachevable. Elle est toujours une proposition qui ne se limite pas à la caractérisation des phénomènes observés. Et enfin, sixième thèse, plus jargonnante, je dirais, moi, que l'universalité n'est rien d'autre que la construction fidèle, aussi fidèle que possible, d'un multiple générique et infini. J'éclaircirai cela quand on y arrivera.
Alors, je prends la thèse 1. Tout universel s'origine d'un événement et l'événement est intransitif aux particularités de la situation. Alors, la corrélation entre universel et événement est fondamentale. Alors là, naturellement, c'est repris dans un jargon abstrait, mais en réalité, c'est quelque chose qui est connu de façon élémentaire, cette corrélation entre universel et événement. Par exemple, on voit bien que la question de l'universalisme politique est entièrement suspendue au régime de fidélité ou d'infidélité qu'on soutient, non pas à telle ou telle doctrine, ce qui conduirait à un dogmatisme stérile, mais à tel ou tel événement. La fidélité politique, c'est la fidélité à la Révolution française, ou à la Commune de Paris, ou à Octobre 17, ou aux luttes de libération nationale, ou à mai 68, ou aux épisodes révolutionnaires en Amérique latine, etc. C'est une fidélité active, car c'est une fidélité référée à l'événement et non pas référée prioritairement à la doctrine. Et à contrario, la négation de l'universalisme politique, la négation du motif de l'émancipation, par exemple, elle exige plus qu'une propagande réactionnaire. De même que l'universalité exige plus que la doctrine, mais une référence aux événements, de même, la contre-révolution, la négation de l'universalisme politique, exige ce que j'appellerais un révisionnisme événementiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça exige une critique systématique des éléments auxquels l'universalité est fidèle. C'est très frappant dans le contexte actuel où les opérations de déconstruction systématique des événements politiques émancipateurs est à l'œuvre de façon constante. On voit bien qu'il ne suffit pas de critiquer leurs conséquences. Il faut finalement dénier même leur existence. Je signalerai par exemple le travail de l'historien Furet pour établir finalement que la Révolution française était entièrement inutile et inféconde, ou les innombrables déclarations qui petit à petit réduisaient mai 68 à une galopade d'étudiants pour la liberté sexuelle, ou les prétendus philosophes nouveaux qui ont, à partir des années 80, soutenu l'équation révolution communiste égale totalitarisme. Vous voyez que dans ces cas, mais on pourrait en trouver bien d'autres, la destruction proposée d'un certain type d'universalité, en l'occurrence politique, d'une part, exige qu'on comprenne que la fidélité politique est une fidélité événementielle et non pas une fidélité exclusivement doctrinale, premier point, et deuxièmement, qu'on remarque que la contre-fidélité, c'est-à-dire la liquidation de l'universel, exige également qu'on remonte jusqu'aux événements fondateurs pour en dénier la capacité créatrice et les réduire à rien. C'est ça que j'appelle le révisionnisme événementiel, très important en réalité dans la construction des conjonctures contemporaines. Au fond, ce qui est obtenu ou visé en tout cas dans ce révisionnisme événementiel, c'est que, au nom d'une sorte de bon sens, on va indiquer qu'il est impossible et démontrablement impossible que l'universel puisse surgir comme une singularité ayant ses propres normes et par conséquent puisse surgir comme soustrait aux particularités dominantes. Et évidemment, vous voyez bien que la déconstruction là
de ce qui fonctionne comme troisième terme, en réalité, la déconstruction de ce qui fonctionne comme troisième terme a toujours pour objectif de ramener à deux termes, et dans les deux termes, de ramener à un des deux. Donc, on pourrait dire métaphoriquement qu'il s'agit toujours, en fin de compte, de ramener un principe de mouvement divisé à un principe de stabilité étatique. C'est toujours de ça qu'il s'agit dans ces procédures anti-événementielles. Alors, il résulte de ces prêches pseudo-philosophiques que finalement le destin animal de l'humanité est enclos dans la stagnation, dans les valeurs antérieures et dans les généralités législatives. C'est toujours le ramener à sa stabilité antérieure. Le nouveau est attaqué parce qu'il n'a nul égard pour les particularités établies. Alors qu'un événement vienne initier, faire naître une procédure d'universalisation et y constituer son sujet, c'est ce qui est attaqué, ce qui doit être détruit, ce qui est incompatible au couple que dans l'évidence établie, l'évidence installée et répétitive, peut être le couple banal de la particularité et de la généralité, de ce qui est un peu bizarre et de ce qui est normal. Et il faut bien voir qu'en effet, ce couple est transi, fracturé dans l'événement, quand il se produit, au profit de ce que j'appellerais une universalité neuve. Une universalité neuve. Et c'est à elle, à cette universalité neuve, que s'attache en fin de compte la subjectivité réellement militante. Alors je voudrais dire un mot ici du cas si souvent traité aujourd'hui de ce qu'il y a de particulier et d'universalisable dans la différence des sexes, pour ne pas uniquement naviguer dans la politique. Alors on peut, et on le fait très souvent, on peut concevoir de façon abstraite les particularités prédicatives qui, dans une société donnée, identifient les positions hommes et la position femme. Et on peut poser comme principe général que les droits, statuts, repérages et hiérarchies de ces positions doivent être réglés par la loi dans un sens égalitaire. Alors, tout ça est excellent, et je l'approuve. Mais ça n'enracine aucune espèce d'universalité dans la distribution prédicative des rôles. Là même, et c'est pour ça que l'exemple est pertinent, le troisième terme fait défaut. Donc vous juxtaposez égalitairement les deux termes sans avoir rien pensé de ce qui constituait leur dualité. Et rétroactivement, cette égalité justifiée fonctionne en réalité comme une rature mise sur la différence. Et ça, c'est un point très important de nombre d'initiatives contemporaines, c'est de confondre égalité et indifférence. Alors que, évidemment, l'égalité n'est intéressante ou signifiante que si elle laisse justement jouer universellement la différence comme telle. Mais si l'on voulait procéder autrement, il faudrait que dans l'affaire de la dualité initiale surgisse justement l'esquisse d'un troisième terme. Et ce troisième terme devrait prendre au moins la forme d'une rencontre, d'une déclaration, d'un événement où se noue un sujet dont l'avatar est justement qu'il expérimente soustractivement et en même temps créativement la différence des sexes.
Et un tel sujet résulte en effet, dans la rencontre amoureuse, de ce qu'on peut appeler la synthèse égalitaire et disjonctive des positions sexuées. La scène véritable où quelque universalité se prononce sur le deux des sexes, vous le voyez, est une fois de plus dans une scène événementielle qui, en règle générale, est appelée et considérée comme étant la scène amoureuse. C'est là seulement que la différence comme telle est soumise aux critères de l'égalité. Non pas comme si il fallait traiter dans l'indifférence le rapport homme-femme pour qu'il soit égalitaire. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'il y a la différence que l'égalité est une tâche complexe et qui suppose un recours constant à l'universalité de la valeur. Au fond, c'est dans la scène amoureuse que l'on a l'expérimentation subjective, indivise, de la différence absolue. Et on sait bien d'ailleurs que partout et toujours, ce sont les histoires d'amour qui passionnent à partir des obstacles différenciés et particularisés qu'on peut leur opposer. Et ce point m'intéresse parce qu'il démontre qu'il peut exister une sorte d'attrait de l'universel. Et cet attrait de l'universel, en même temps que sa difficulté, mais cet attrait de l'universel, c'est justement qu'il se soustrait, ou tente de se soustraire, comme singularité asociale, et l'amour réel est asocial, comme singularité asociale, il se soustrait aux prédicats du savoir, qui sont eux-mêmes presque toujours identitaires et neutres. Alors il faudrait dire, je pense, que l'universel advient comme singularité et que nous n'avons au départ que la précarité d'un supplément dont l'unique force est qu'aucun prédicat ne le plie à la soumission. Alors la question qui se pose à partir de là, c'est de savoir sur quelle matérialité, sur quel effet de présence inclassable s'appuie dans la situation la procédure subjectivante dont un universel est le motif global. Comment se constitue le sujet de l'universel dans les différentes occurrences dont on peut parler, qui sont la politique, la scène amoureuse, mais aussi pratiquement la totalité des créations dont l'humanité s'avère capable. Alors ce que je vais dire ensuite est sans doute le point le plus caché et le plus complexe. C'est la quatrième thèse. Elle s'énonce: un universel se présente initialement comme décision sur un indécidable. C'est-à-dire, il va se présenter comme rendant possible qu'on décide quelque chose qui était en réalité présenté comme indécidable. Ça veut aussi dire que l'universel n'est jamais réductible au savoir et qu'il n'est pas inscrit dans les dictionnaires du savoir. Il est au contraire quelque chose qui apparaît comme ayant été indécidable. Alors, pour créer une nomination, je propose d'appeler encyclopédie le système général des savoirs, les savoirs prédicatifs internes à une situation, soit ce que nous savons tous ou que nous devrions tous savoir parce que nous sommes là et pas ailleurs, sur la politique, sur les sexes, sur la culture, sur l'art, sur les techniques et ainsi de suite. Tout ça, toutes ces connaissances obligées que d'ailleurs quelquefois on cherche à transmettre dans les écoles ou dans la famille, etc., ou dans les institutions, je l'appelle l'encyclopédie de la situation de la pensée.
Alors, on constate que certaines choses, tout le monde peut constater à un moment donné que certaines choses, énoncés, configurations, fragments, ne sont pas décidables quant à leur valeur à partir de l'encyclopédie des savoirs. Un dictionnaire n'est jamais la solution de tous les problèmes rencontrés. Ils ont une valeur incertaine, flottante, anonyme. Ils constituent ce qu'on pourrait appeler la marge de l'encyclopédie, c'est-à-dire à la marge de là où tous les savoirs ont été rangés et organisés. C'est tout ce qui est au régime normand. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est ce dont on peut parler interminablement, sous la règle encyclopédique de la non-décision. La contrainte du savoir, sur ce point, c'est de ne pas décider. Alors on pourrait prendre des exemples. Par exemple, Dieu, un exemple de taille. Dieu aujourd'hui. On soutient volontiers qu'existe peut-être quelque chose ou peut-être non. Dieu est, dans nos sociétés, une valeur d'existence inassignable, règne volontiers une spiritualité vague. Mais aujourd'hui, on raisonne de même, à vrai dire, sur l'existence possible d'une autre politique, l'autre politique, qui a été longtemps, mais maintenant cela est pratiquement mort, qui a été, il n'y a pas longtemps encore, nommé communisme. Le communisme, c'était l'autre politique. Alors on en parle, mais on ne voit rien venir. Ou encore, par exemple, les ouvriers sans papier qui travaillent ici, en France, sont-ils une donnée constitutive et parfois admirable de ce pays, la France? Sont-ils d'ici? Oui, sans doute, puisqu'ils vivent et travaillent ici, et non parce qu'ils sont venus au lieu de naître. Ils n'ont pas les papiers qui attestent qu'ils sont français et réguliers. Ils n'ont pas la bonne carte. Et le mot clandestin, pour ce genre de personnage, désigne l'incertitude de la valeur ou de la non-valeur de leur valeur à eux. Ce sont des gens qui sont ici, mais ils ne sont pas vraiment d'ici. Et donc, pour compléter clandestin, ils ont le statut d'être expulsables, ce qui veut dire exposés possiblement à la non-valeur de leur valeur ouvrière, par exemple, de leur présence. Et au regard de ça, ce qu'il faut remarquer, que seuls des événements, au premier rang desquels, je crois, la longue liaison politique de nombre de jeunes avec des immigrés ou avec des ouvriers immigrés, permettent de décider que la valeur universelle de la présence de ces hommes, de ces femmes, de ces ouvriers est d'une totale positivité. Je le prends comme exemple du moment où, d'une certaine façon, vous avez une liaison évidente entre universalité et décision, et non pas du tout une liaison entre universalité et état des choses. Alors fondamentalement, appelons événement, sur le commentaire de l'exemple, un événement, c'est ce qui décide dans une zone d'indécidabilité du point de vue de l'encyclopédie. C'est-à-dire du point de vue de la somme des savoirs établis, il faut une décision, et cette décision est événementielle.
on peut le dire ainsi, toute subjectivation réelle d'un événement tel qu'il disparaît dans son apparaître implique que quelque chose d'indécidable dans la situation a été en réalité néanmoins décidé. Ou si vous voulez, que quelque chose qui ne figurait pas dans l'encyclopédie des savoirs s'est tout de même imposé comme un nouveau savoir. Alors ainsi, par exemple, pour prendre un exemple lointain, mais qui avait fait, pour continuer sur les immigrés, qui avait fait beaucoup de bruit, ça avait été en 1996 l'occupation de l'église Saint-Bernard par les sans-papiers. Cette occupation de l'église par les sans-papiers proclamait publiquement l'existence et la valeur du sans-valeur. Et ça tranchait sur le motif « seuls ceux qui sont d'ici sont ici ». Et ça faisait tomber dans un néant significatif l'adjectif clandestin, puisque, au contraire, il s'agissait pour les immigrés en question de se montrer dans l'espace public. D'où que l'énoncé universel qui en résulte est celui qui est ici doit être aussi considéré comme d'ici. Il doit être considéré comme tel. C'est ça l'énoncé événementiel qui universalise l'existence déniée de l'étranger qui est ici. On pourrait montrer que c'est le cas aussi de la rencontre amoureuse, dont sous une forme ou une autre, l'énoncé « je t'aime » fixe le présent subjectif, alors même que de la rencontre elle-même, la circonstance peut bien être effacée. « Je t'aime, nous nous aimons » est en fait un énoncé événementiel qui déclare un amour à la hauteur de l'universel. Et tout amour ainsi déclaré et pratiqué est à la hauteur de l'universel. Alors j'appelle cela des énoncés événementiels, c'est-à-dire toute universalité s'enracine dans des énoncés événementiels, et que tout énoncé événementiel, quelle que soit sa forme, proposition, œuvre, configuration, axiome, est de structure déclarative. Il est impliqué par la disparition-apparition de l'événement de la rencontre, par exemple, dans le cas de l'amour. Il déclare que de l'indécidable a été décidé. Il énonce que du sans-valeur a pris une valeur. Et c'est à cette déclaration que s'enchaîne le sujet constitué, et c'est elle qui ouvre l'espace possible d'un universel. Dès lors, pour que l'universel se déplie, il suffit d'être conséquent avec l'énoncé événementiel, c'est-à-dire d'en tirer les conséquences dans la situation. Tirer les conséquences dans la situation de « je suis ici, donc je suis d'ici », ou tirer les conséquences très complexes de « je t'aime ». Je vous laisse trouver d'autres exemples dans d'autres registres. Vous verrez que c'est très éclairant. Et en plus, on peut le faire en examinant sa propre vie, sa propre existence, ce qui est un intérêt du savoir. Alors la thèse 5, maintenant, se dit l'universel est de structure implicative. Alors voilà, là, c'est une réponse à une objection. Une objection souvent faite, vous l'avez dû l'entendre, à l'idée d'universalité est que tout ce qui existe, tout ce qui est représenté, se rapporte à des conditions particulières,
à des interprétations gouvernées par des intérêts ou à des forces disparates. Ainsi, par exemple, il pourrait y avoir de saisie universelle de la différence eu égard à l'irréductibilité de la saisie sexuelle, selon qu'on oppose ou qu'on appartient à la position homme ou à la position femme, ou au cours des groupes culturels divers nommeraient activité artistique, comme ici, des productions sans aucun dénominateur commun. Ou même une proposition mathématique ne serait pas intrinsèquement universelle, puisqu'elle dépend, quant à sa validité, des axiomes qui la soutiennent. Alors ce perspectivisme oublie que toute singularité universelle se présente comme réseau de conséquences d'une décision événementielle. Alors, autrement dit, si vous subjectivez l'événement à partir de son énoncé, il y a des conséquences inventées qui sont nécessaires. Alors sur ce point, je voudrais le dire, l'apologue du Ménon de Platon reste imparable. Je vous rappelle ce passage stupéfiant, qui est le passage où Socrate veut prendre comme exemple un énoncé mathématique, à vrai dire extrêmement complexe et avec de grands effets, qui est comment construire un carré dont la surface est le double de la surface d'un carré donné. Alors, tout ça va tourner autour, finalement, de l'irrationalité de racine de 2 en termes numériques. Mais je vous ai dit que ce problème, qui est donc un problème mathématique difficile, est découvert à l'époque même où Platon via Socrate. Alors, Socrate veut se servir de cet exemple. Donc on est comment se servir d'une universalité neuve. Et pour ce faire, Socrate convoque un esclave. Il convoque un esclave et il va montrer que la chose en question est à ce point universelle que l'esclave, à savoir le symbole dans la société athénienne de celui qui n'est rien du tout, et celui dont tout le monde sait qu'il ignore totalement les mathématiques, la géométrie, etc., eh bien, Socrate va montrer qu'il est en état de comprendre cette démonstration extrêmement complexe. Au fond, si un esclave ignore tout de ce qu'est la fondation événementielle de la géométrie, il est évident qu'il ne peut pas comprendre cette construction. Et ce que Socrate montre, c'est que si on lui transmet les données primordiales et qu'il accepte de subjectivité cette donation, c'est-à-dire s'il y a pour lui l'événement, qu'on lui confie les éléments constitutifs du résultat mathématique, alors il va subjectiver aussi la construction mathématique elle-même. Et l'implication qui inscrit cette construction dans le présent s'avère ainsi, puisque c'est un esclave qui l'a pu l'apprendre, comme universellement valide. Autrement dit, ce passage du Ménon de Platon, c'est exactement un passage sur le mode de transmission événementielle de l'universalité. Si vous voulez transmettre l'universalité, il ne faut pas simplement la raconter ou la décrire. Il faut créer une situation où celui à qui vous vous adressez aura à décider qu'il veut la comprendre. Et évidemment, Socrate met à l'aise l'esclave convoqué et finalement, il montre ainsi à tout le public à quel point cette construction du carré double de surface d'un carré donné est universelle. Puisque quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, vous pouvez le lui transmettre. Alors évidemment, on peut dire qu'on se fait la partie belle avec l'inférence mathématique, mais non, je pense qu'il faut soutenir que toute procédure universalisante est implicative, c'est-à-dire suppose
qu'on implique celui à qui elle s'adresse et non pas simplement qu'on y transfère sous la forme d'un savoir. Au fond, l'inférence universalisante, elle fait jouer dans l'espace même les conséquences de l'événement disparu. La subjectivation, dans ce cas-là, est par là même capable d'inventer des conséquences et de les détacher comme universellement reconnaissables. Ainsi en témoigne l'esclave, n'est-ce pas, convoqué par Socrate. Cet Socrate va, lui, en tant qu'esclave, valider finalement l'universalité de l'existence des nombres irrationnels. Rien que cet élément mathématique d'une densité extrême, il va en valider l'universalité, puisque lui, qui était à l'extrémité de l'impossibilité de le comprendre, on va, grâce au génie pédagogique de Socrate, il va lui témoigner qu'il l'a compris. Voilà sur la thèse 6, sur la thèse 5. La thèse 6 vient réfuter un argument qui dirait oui, mais ce qu'on prend pour de l'universalité, c'est en réalité souvent une équivoque. Nous ne sommes jamais sûrs que ce que nous déclarons universel est compris comme nous le comprenons. Et par conséquent, il se pourrait que l'universalité soit une fiction du point de vue de la subjectivation. Alors, je voudrais expliquer ici pourquoi il y a une univocité en réalité de l'universalité qui fait qu'elle ne peut pas s'égarer ou elle ne peut pas être égarée dès qu'elle institue son mouvement dans des paysages qui lui seraient étrangers. Au fond, si l'on veut comprendre ce point, il faut remonter jusqu'à l'énoncé événementiel. L'énoncé événementiel, c'est-à-dire l'énoncé qui a porté la figure de l'universel, circule dans la situation. Il y a consensus sur son existence et sur son indécidabilité, même s'il n'est pas reconnu dans son universalité. Ontologiquement, du point de vue de son être, cet énoncé à valeur universelle est une des multiplicités qui composent la situation. Logiquement, il a une valeur intermédiaire ou non décidée. Ainsi, finalement, il prendra une valeur exceptionnelle dans les circonstances qui le produisent comme exhibé au public. C'est pourquoi l'ouvrier clandestin qui entre dans l'église Saint-Bernard pour témoigner de son existence, alors qu'il devrait la cacher, pour valider qu'il est ici, alors qu'il ne devrait pas être ici, c'est dans cette circonstance active que, de façon univoque, indiscutable, incontestable, l'énoncé « qui est ici est d'ici » est décidé et montré. Et c'est équivalent, en un certain sens, vous le voyez bien, de l'expérience socratique avec l'esclave. Montrer que l'esclave a compris la proposition mathématique, c'est montrer que l'universalité de cette proposition est effective, qu'elle concerne tout sujet pensant. Montrer que celui qui doit se cacher comme clandestin parce qu'il n'est pas d'ici, montre qu'il est d'ici, spectaculairement, en se rassemblant dans un lieu public. Tout cela indique que la singularité universelle peut être
définit ainsi l'acte qui s'avère capable d'ouvrir une procédure de modification de la logique du monde, de la logique dominante, et d'apparaître finalement comme porteur d'une valeur universelle. Parvenu à ce point, je voudrais, au fond, plutôt conclure. Je pense que seule cette universalité post-événementielle garantit que dans l'amour, dans l'art, dans la science, dans la politique, puisse venir à l'existence une forme singulière de l'éternité. Au fond, le deux est toujours temporel. Et il est vrai que le troisième terme doit toucher à quelque chose qui transcende le temps. Seul ce genre de forme peut arbitrer les contradictions issues du mépris ou de l'ignorance où l'universel reste confiné. L'universel, une fois dégagé, permet de dire et d'imposer que la paix doit renvoyer la Russie et l'Ukraine à leurs problèmes propres. Vous ne pouvez le faire, cela, que si vous avez l'accompagnement d'une universalité concernant le destin des politiques. Si vous êtes fidèle à cette universalité. Ça veut dire aussi que Russie et Ukraine doivent rester à distance raisonnable et stricte des manœuvres guerrières, y compris celles de l'attelage occidental des Américains. On dira, pour revenir sur le 2 surmonté par l'universel comme événement, on pourrait dire que le tandem Russie-Ukraine doit comprendre qu'il ne faut rien faire, rien provoquer qui ressemble ou fera ressembler l'Europe au complot et expéditions néocoloniales des Occidentaux, en Corée, en Algérie, à Madagascar, au Vietnam, dans toute l'Amérique latine, en Irak, en Syrie, en Libye, au Mali, au Congo, en Iran, en Afghanistan, mais aussi près de chez eux lors du terrible dépeçage de la Yougoslavie, un précédent qu'on a bien tort de ne pas convoquer dans cette affaire. Et ce sera ma conclusion personnelle. On a dit partout que l'initiative de Poutine faisait revenir la guerre en Europe. Mais non, il y a eu une guerre, des guerres féroces, notamment en Bosnie ou au Kosovo, pendant tout le début des années 1990. Et j'ai vu, c'est pour ça que cette conclusion est personnelle, j'ai vu de mes yeux ce qu'avaient infligé à Belgrade, à la ville de Belgrade, les bombardements de l'aviation américaine. Tout le monde là-bas aujourd'hui pleure sur la Yougoslavie perdue, sauf quelques profiteurs assermentés à l'Ouest. Alors, je souhaiterais que le recours à l'universalité possible des jugements, universalité événementielle mais possible, que cette universalité garde et la Russie et l'Ukraine de se laisser aller à un arbitrage occidental pseudo-européen, uniquement destiné en ce moment, aux yeux des Américains, à affaiblir de façon décisive la Russie.
Et tout le monde sait que c'est un problème fondamental pour les États-Unis d'affaiblir la Russie afin de n'avoir plus qu'un seul adversaire pour l'hégémonie mondiale, la Chine, laquelle, dans le vacarme contemporain des prétendues démocraties et dans leur sursaut incohérent de la Russie perdue, observe et considère et peut considérer l'étendue future de sa domination. C'est pourquoi nous tous, qui ne sommes plus des agents décisifs des conflits impérialistes à échelle planétaire, nous devons chercher et trouver dans notre action et nos formulations l'événement, la figure événementielle qui pourra donner à notre désorientation essentielle enfin sa pertinence universelle et ce qu'elle doit faire pour, comme l'esclave de Platon, comprendre ce qui s'appelle comprendre la situation réelle et le rôle que nous pouvons tous, plus ou moins, y jouer. Merci. Alors, pour des raisons qui tiennent à la fois au fait que je suis sur le bord d'un état de santé amélioré, mais encore relativement menacé de précarité d'un côté, et de l'autre, par conséquent, la situation de notre réunion, il a été décidé en commun avec l'administration que je prendrai 2 questions, pas plus, pour ce soir. Et je veux par ailleurs signaler que je compte consacrer une séance entière, parmi une des 3 qui restent, à répondre pendant toute la séance à des questions. Mais pour ça, je pense qu'il serait utile qu'elles puissent me parvenir, par exemple sous forme écrite, avant la séance en question. Alors, il faudra trouver une procédure de transmission. La plus simple est probablement de la faire prévenir tout simplement à l'administration de la commune qui me les transmettra immédiatement. Donc, si vous avez des questions en proximité avec ce qui a été raconté ici, à proposer, faites-le quand vous voulez, mais en tout cas, disons, plutôt avant l'avant-dernière séance, qui pourra être consacrée entièrement à la réponse à ces questions, la dernière étant probablement une conclusion sur laquelle on essaiera d'enchaîner une autre année de séminaire. Alors, ceci dit, quels sont les 2 Qui sont les 2? Je ne vois pas là. Alors, donc, juste deux questions. Enfin, une question par. Bonsoir. J'aimerais poser la question de pourquoi, dans l'exemple que tu as donné des conséquences d'annoncer « je t'aime », pourquoi est-ce que parmi ces conséquences, certes, ça montre l'universalité de l'amour, mais pourquoi est-ce qu'il y a la conséquence qu'il y a un deux des sexes? Ça veut dire qu'il y a la position masculine et il y a la position féminine qui se précise. Si on pense là à ce que tu as écrit dans Logique des mondes, dans la nécessité de décision, pour qu'il n'y ait pas une multiplicité, pour échapper, si on veut, à la multiplicité de genre, ou une forme de multitude, une continuité sexuelle, telle que réclamerait de gender studies, l'anglo-américain, etc.
Pourquoi est-ce qu'à ce moment, pourquoi est-ce que ça donne, si je dis je t'aime, j'ai fait la décision, je t'aime, ça me donne une position féminine ou une position masculine? Pourquoi est-ce que ça montre la vérité de la différence sexuelle? Une deuxième question? Bonsoir Alain, merci beaucoup Abdelaziz. À la lumière de ce que tu viens de nous analyser, est-ce que tu es d'accord avec ce que je vais vous dire, que nous sommes face à un monde multipolaire, vous vous souvenez de nos discussions il y a 14 ans, et qu'à l'épreuve de ce monde multipolaire, c'est-à-dire il y a une force, pas utiliser l'expression déclin, parce qu'une force qui est affaiblie, et une autre, un peu selon le corollaire de Théodicès en Grèce, Sparte et Athènes, elle prend l'initiative et nous, on va dire citoyens du monde, universalistes, on va changer de micro, donc le moment, on peut dire qu'en fait, ce n'est pas le moment propice et favorable pour repenser une alternative émancipatrice, universaliste, selon bien sûr toutes les hypothèses égalitaristes, qui ont tiré des conclusions des expériences des échecs, parce que je rappelle ce que tu as dit en parlant d'Althusser, ce qui importe, enfin quand on analyse l'échec, on dit qu'en fait l'échec ne vient pas forcément de la force de l'adversaire, mais peut-être de la faiblesse du projet. Donc quand on est dans l'action, on est toujours dans des catégories malheureusement militaires, c'est-à-dire reculer, gain de territoire, tactique, stratégie. Donc refaire en fait une enquête, ce que tu proposes d'ailleurs toujours, sur un projet. C'est-à-dire ne pas dire envoyer toujours la faute ou dire que c'est l'autre qui est puissant, quelles que soient les formes d'impérialisme, mais dire que le projet elle est faible. Et la faiblesse du projet, c'est la faiblesse de la philosophie, aussi de la pensée. Voilà, merci. Alain. Je serais presque tenté de vous dire que je répondrai aux questions la prochaine fois. Parce que, mais je voudrais, je le ferai d'ailleurs. Essayez de les écrire, vos questions, celles que j'ai entendues là. Parce que d'abord, je les entendais assez mal. Ça, c'est la faute de mes oreilles. Et d'autre part, elles m'ont paru cependant lestées et intéressantes, et j'espère pouvoir y répondre. Je voudrais simplement dire quelque chose qui peut-être est transversal aux questions. Au fond, nous sommes, je pense, très, très marqués, y compris à travers les derniers événements, par la conviction que dans la situation telle qu'elle est, quelque chose fait radicalement défaut. C'est-à-dire que quelque chose est comme une absence, que je dirais une absence transcendantale, c'est-à-dire une absence constituante. Quelque chose n'est pas là, ou n'est plus là, ou n'est plus représenté que par des fragments dispersés de sa valeur ancienne. Et alors, ça peut prendre la forme de questions plus précises sur, finalement, il n'est pas possible de répéter ce qui a échoué. Donc, comment reformuler ou comment reconstituer une hypothèse tenable, c'est-à-dire, finalement, comment reconstituer une médiation universelle effective, hein, dans le vocabulaire que j'ai proposé aujourd'hui. Comment est-ce possible? Où sommes-nous soumis à des événementialités hasardeuses? Alors sur ce point, je voudrais ajouter à ce que j'ai dit une considération.
il n'est pas impossible que, en effet, à raison de cette absence de projet mondial alternatif concernant finalement l'universalité de la paix collective et de l'invention collective, il se peut qu'à raison de l'absence ou de la maladie grave dont est atteinte cette vision des choses qui a été enracinée petit à petit dans l'humanité depuis le XVIIIe siècle au moins, il se peut que nous allions à la guerre, la vraie. C'est-à-dire que nous allions, que finalement, rétrospectivement, on réécrive l'histoire des expéditions américaines et occidentales foireuses dans le Moyen-Orient, l'affaire de cet affrontement entre une Russie décadente d'une certaine manière et qui voudrait se relever, l'Ukraine, et tout autre symptôme. Peut-être qu'ils seront relus, hélas, comme les prodromes de ce point qu'à un certain degré de disparition de l'universel, les particularités deviennent si importantes qu'elles ne peuvent que se confronter dans la guerre. Parce que c'est vrai qu'une nation qui n'a plus comme objectif de transformer les rapports internes entre ses citoyens, de créer de l'égalité, etc., va, si elle est puissante, vouloir conserver à tout prix sa puissance, voire l'agrandir. Et nous serions à ce moment-là dans les prémices d'une guerre qui ne serait pas du tout la dernière, la guerre de 40, mais qui serait la guerre de 14. Parce qu'en réalité, si on regarde bien les origines de la guerre de 14, on voit que son origine la plus immédiate, c'est une coalition franco-anglaise pour interdire à l'Allemagne de partager les profits du colonialisme en Afrique. C'est la motivation essentielle. Après, il y a l'Alsace-Lorraine, il y a tout ce que vous voulez. Mais l'Allemagne n'a pas supporté, à la fin du XIXe siècle, d'être sévèrement tenue à l'écart du profit colonial par l'alliance, elle-même provisoire et précaire, mais l'alliance quand même de l'impérialisme anglais et de l'impérialisme français, qui étaient les deux impérialismes dominants de l'époque. Et donc, une grande guerre est une guerre qui, tout de même, fait que les protocoles particuliers des contradictions n'ont aucun recours à l'universel qui soit capable de discipliner le mouvement vers un affrontement radical. Alors, on peut dire que ce qui s'est passé avec la guerre de 14, c'est que l'idée révolutionnaire rénovée s'est installée tout de suite après, et même pendant. On peut considérer que finalement, à partir de 17, se crée dans une zone européenne particulière le nouveau projet communiste. Mais néanmoins, c'est bien de la guerre que cela a surgi. Alors au fond, on pourrait se demander quelquefois s'il ne faut pas, pour que l'universalité politique soit retrouvée, restaurée, sauvée, est-ce qu'il ne faudra pas que soit préalablement traversée une figure ravageuse de la particularité? Parce qu'en ce moment, nous sommes dans une période où l'identitaire domine. Dans tous les champs de l'activité humaine, l'identitarisme est dominant. Et l'identitarisme en politique, c'est le nationalisme. C'est l'identitarisme politique, le nationalisme. Et le nationalisme fait retour, de toute évidence. Et il fait retour, comme toujours, avec des figures de puissance hiérarchisées. Il fait retour avec des polarités différenciées qui, en fait, ont le même objectif, elles, et sans universalité dominante,
et à savoir l'objectif d'une hégémonie mondiale. Alors, ça, ce serait encore une autre analyse. Finalement, ce serait très intéressant pour les Américains de se débarrasser, ne serait-ce que idéologiquement et dans l'opinion publique et dans la réelle économique d'une quelconque puissance russe, parce que ça les mettrait à nu du traitement inévitable du problème chinois. Parce que si on regarde la guerre de 14, les Allemands ont vu et perçu qu'il fallait absolument l'engager. À quel moment? Eh bien, à partir du moment où il y a eu l'alliance franco-russe. L'alliance franco-russe est apparue comme totalement intolérable aux Allemands parce qu'elle les mettait sur deux fronts, tout simplement. Et de fait, ça a joué grandement dans l'issue de la guerre. On peut imaginer une chose semblable, c'est-à-dire une volonté de mettre hors jeu de façon tangible et aux yeux d'une opinion large, de mettre hors jeu la Russie, qui est, il faut dire, assez malade de toute façon, de façon à ce que la possibilité d'un conflit radical et essentiel entre les États-Unis et la Chine soit déblayée, au moins, ou que soit levé l'équivoque d'une alliance russo-chinoise qui serait le pendant ou le symétrique de ce qu'a été avant la guerre de 14 l'alliance russo-française. Comme si la Russie était vouée dans son histoire à déclencher les guerres par ses alliances. Ça n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. À partir de là, est-ce que cela ira jusqu'à l'usage du nucléaire? Alors, ce que je souhaiterais, moi, évidemment, c'est qu'il y ait une relève universelle, universalisante suffisamment tôt pour qu'elle ait la puissance d'éviter la guerre, de la rendre improbable. Mais, et dans ce cas, nous éviterions le syndrome de 14-18, multiplié par on ne sait pas quoi. Mais rien n'indique malheureusement pour l'instant qu'on soit de façon conséquente en route vers une nouvelle universalité politique capable de s'opposer, parce qu'elle ne sera pas identitaire, parce qu'elle ne sera pas nationaliste, qu'elle sera antinationaliste, qu'elle sera internationaliste, de s'opposer à une nouvelle version de l'effroyable mêlée mondiale de 14, dans lequel un acteur continuerait à jouer le même rôle, qui serait précisément la Russie. La Russie de la fin du tsarisme, finalement, jouerait le même rôle que la Russie de la fin du communisme. Ça, c'est l'hypothèse qu'on peut souhaiter faire pour voir quels sont les processus historiques possibles de son évitement. Mais ça en est là. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, c'est que, au fond, la désorientation contemporaine, elle ne doit pas être prise dans une modalité d'acceptation. Ça, je crois qu'il est quand même possible de vouloir, de désirer, de tester, d'essayer, autre chose que cette subjectivité, qui est la subjectivité finalement de repli identitaire inévitable. Et si vous n'avez plus d'occurrence véritable de l'universalité, il est normal d'une certaine façon que tout le monde finit par penser que si on sauve sa propre vie, c'est déjà pas mal, que après tout, les vieilles orientations ont montré leur incapacité, voire leur crime, autrement dit, je redoute, c'est pour ça que je mène campagne pour l'universalité,
c'est que si ce n'est pas l'universalité, ce sera une figure du nihilisme, et du nihilisme identitaire. Moi et mon pays, et le reste, ça n'existe pas, et des choses de ce genre. Et c'est évidemment comme ça qu'on peut interpréter, y compris chez nous, la montée de l'extrême droite. Montée très réelle quand même, très réelle. Voilà. Alors, c'est pour ça que je tenais ici à souligner devant vous que l'universalité n'est pas principalement une abstraction, mais qu'elle est principalement un engagement. C'est-à-dire qu'elle doit exister comme quelque chose qui va au-delà des configurations conflictuelles de l'identité. Et que nous, on doit pouvoir dire ni le fantasme de la Grande Russie tel que Poutine le manie, ni la prétendue démocratie occidentale telle que les États-Unis la dirigent. Et donc quoi? Une fois constituée cette antinomie refusée, trouver, inventer et pratiquer la relève universalisante de cette opposition, et non pas ce que je trouve être en général un repli attentiste sur des circonstances qui paraissent inflexibles. Voilà, chers amis. À la prochaine fois.